Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lévy, qui est l'un des Français les plus lus dans le monde. Il a notamment écrit 21 romans publiés à plus de 50 millions d'exemplaires et traduits en 49 langues. Si tu ne le savais pas, il est aussi le fondateur de plusieurs entreprises. Il a pu créer une entreprise qui s'appelle Logitech, mais aussi un cabinet d'architectes avant d'écrire « Et si c'était vrai », son premier best-seller qui a ensuite été adapté au cinéma. Donc si j'ai proposé aujourd'hui à Marc Lévy cet épisode, c'est parce que bien sûr c'est une référence de la littérature française. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous avoir aujourd'hui, Marc. Donc un grand merci pour votre présence. Non, merci à vous. Alors, au vu de votre parcours et de ce que vous avez pu connaître avec finalement tous ces romans publiés, la première question que je me pose, c'est de savoir si vous avez toujours souhaité devenir écrivain. Non, honnêtement, je crois que quand j'avais, je dirais 20 ou 30 ans, c'était un rêve au-dessus de mes moyens. Il y a 30 ans, la littérature ne s'était pas aussi, l'écriture ne s'était pas aussi démocratisée qu'elle l'est aujourd'hui. L'autopublication, ça n'existait quasiment pas. Les blogs n'existaient pas. Donc le recours à la plume, et puis l'écriture était toujours, je dirais, encadrée par un format. L'écriture journalistique était réservée à des journalistes détenteurs de la carte de presse et qui travaillaient pour des organes de presse. Donc, il est vrai que Internet a profondément changé cela. Il y a eu un certain nombre, notamment par exemple, de succès d'auteurs auto-édités qui ont ensuite rencontré un public sur des plateformes et qui, du coup, ensuite ont été édités par des éditeurs plus traditionnels. Tout ça n'existait quasiment, enfin, tout ça était absolument inexistant quand j'avais 20 ou 30 ans. Donc, écrire relevait non pas d'une posture, mais en tout cas, oui, enfin, c'était une décision, c'était un acte, un acte très volontaire. Et ce qui ne veut pas dire que moins de gens écrivaient à l'époque, mais en tout cas, on le disait moins. Mais donc, je n'aurais pas osé formuler cela à haute voix, en tout cas dans mon entourage. À l'époque où j'étais à l'école et à l'université, la hiérarchisation de la société était très différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Bon, je ne veux pas paraître un dinosaure, mais il y avait une chaîne de télévision, tout était très contrôlé par l'État, il y avait finalement assez peu de journaux, et comment vous dire, que ce soit d'ailleurs, même dans le domaine scientifique, il y avait le poids de l'autorité était extrêmement important. Le mot de start-up n'existait pas encore. Et donc, tout ce qui relevait du domaine de l'imagination se trouvait assez rapidement confronté au diktat de l'impossible. Vous voyez, c'est impossible. Alors, c'est une anecdote que j'ai racontée plein de fois, mais quand à 8 ans, j'avais reçu à la fin de l'année scolaire un prix qui était une vieille édition de Jules Verne et qui était de La Terre à la Lune. Et je me souviens, dans mes souvenirs d'enfance, que ce qui m'avait fasciné, c'était la préface qui expliquait qu'au moment où Jules Verne écrit de La Terre à la Lune, on moque son idée, on dit que ce livre sert à rien, que c'est ridicule, envoyer un homme dans un boulet de canon sur la Lune, ça n'a aucun sens, c'est impossible. Et moi, j'ai ce livre-là au mois de juin, je crois, et au mois de juillet de la même année, ma mère vient me chercher dans ma chambre à 3 heures du matin pour assister à la retransmission en direct à la télévision de la Lune, du premier alunissage. Et je me souviens que je regardais beaucoup plus que Armstrong, je regardais les ingénieurs de Cap Canaveral, d'abord parce qu'ils représentaient à l'époque le summum de la science et de la connaissance. Et je me souviens d'avoir eu cette pensée en me disant, mais combien d'eux sont là parce qu'ils ont lu de La Terre à la Lune? Alors, comment vous dire, c'est vrai que j'ai eu des idées trop tôt dans ma vie, enfin, d'un point de vue entrepreneurial, parce que je me suis toujours battu contre ceux qui disaient que les choses étaient impossibles. Et ce qui me passionnait, au contraire, c'était de dire, mais pourquoi c'est impossible?
Il y a cette fameuse phrase de Kennedy, d'ailleurs, qui m'est attribuée très souvent à tort dans les citations, parce que je l'ai mise entre guillemets dans un bouquin, et c'est Kennedy qui l'a dit, pas moi du tout, où il dit, il y a des gens qui voient la vie telle qu'elle est et qui se demandent pourquoi, moi je la vois telle qu'elle pourrait être et je me dis pourquoi pas. Et c'était vrai, c'était vraiment mon motto quand j'étais jeune, donc je pensais à des tas de choses, mais je veux dire, il y a ce qui est déclaré impossible et qui sera de toute façon un jour possible, et puis après il y a les moyens, les compétences et le temps nécessaire à rendre la chose possible. Mmh. Écrire, c'est comme tout, enfin, c'est comme beaucoup de choses, ça demande de la concentration, beaucoup de temps, une régularité, de la persévérance, donc il faut être très motivé pour avoir envie d'écrire. Et qu'est-ce qui vous motive alors aujourd'hui à écrire? C'est le fait de transmettre? Non, j'aurais pas cette prétention-là de vouloir transmettre. Je crois que c'est une revanche de l'enfance. Moi, j'étais un élève très rêveur et j'étais souvent sanctionné pour ça. Il y avait très souvent écrit sur mes bulletins ce serait tellement bien qu'il soit là en classe, même quand il est là. Et je rêvais à quoi? Je rêvais à des histoires, je rêvais à des mondes imaginaires, je rêvais. Et donc aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc il y a un côté formidable, enfin passionnant et ludique dans la pluralité des vies qu'offre l'écriture. Le fait d'entrer dans la peau de personnages, de vivre d'autres vies que les siennes, de faire des recherches dans des domaines qui ne sont pas les vôtres, d'apprendre, de se cultiver, de s'ouvrir l'esprit en permanence, et puis en même temps de se créer une galerie de personnages qui rentrent dans vos vies, dans votre vie, et qui prennent une place assez importante. Vous pensez qu'il faut forcément être rêveur pour être romancier? Vaste question. Pour romancier, oui. Écrivain, pas nécessairement. Oui, c'est pour ça que je précise romancier. Mais oui, pour être romancier, il faut savoir prendre ses rêves à bras le cœur et les entreprendre dans des univers de fiction, oui. Et alors, comment est-ce que vous fonctionnez de votre côté quand justement vous voulez écrire une nouvelle histoire? Comment est-ce que vous trouvez cette inspiration? Est-ce que vous partez par exemple d'un thème, un voyage qui vous a inspiré, une idée qui en amène une autre? C'est la question à laquelle enfin, moi, je n'ai jamais su répondre à cette question. L'inspiration, je crois qu'elle naît d'abord de la curiosité. La curiosité pour les petites choses de la vie qui ne sont pas petites du tout. Moi, j'ai écrit 22 romans et chaque idée de roman est née, je dirais, d'une source assez différente. Parfois la lecture d'un article, parfois le constat d'une situation, parfois un dialogue perçu perçu en société, parfois un visage ou une attitude ou quelqu'un dans la rue à qui vous ne parlerez pas forcément, une femme dans la rue qui vous inspire parce qu'il y a quelque chose d'écrit sur son visage, dans sa gestuelle. Je crois que tous les romanciers, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas un grand nombre de romanciers ont un sillon chargé d'émotions qui correspond à leur propre vie, à leur propre identité et qu'ils vont creuser qui vont creuser tout au long de leur carrière, avec d'ailleurs pour certains écrivains plusieurs périodes, comme les peintres ont des périodes. Vous voyez, il y a des écrivains qui ont des périodes qui correspondent à des moments de la vie. Je crois qu'il faut essayer d'être en phase avec la période et avec ce que l'on vit au moment où on est en train de le vivre, ou avec le souvenir de ce que l'on a vécu à un moment donné de sa vie et qui vous a marqué. Moi, je sais que dans mes romans, il y a quand même des thèmes, bien que traités toujours de façon différente, et d'ailleurs à travers des genres différents, il y a quand même des thèmes qui sont assez récurrents, le rapport à l'autre, la question identitaire, la solitude cachée, les non-dits par pudeur. Ce sont je dirais des éléments qui sont assez, de façon inconsciente, dont je n'arrive pas vraiment à m'écarter dans mes romans. Alors ça vient
ça vient aussi beaucoup de... Je crois qu'il y a énormément de choses qui trouvent leurs racines dans l'enfance. L'enfance est une période extraordinairement complexe et subtile, où les émotions sont vécues à l'état brut, sans filtre sociétal, sans avoir cette éducation de la prise de distance ou de la prise de recul par rapport à ce qu'on vit. Et je crois qu'il y a énormément de choses de façon plus ou moins consciente que l'on entreprend adulte et qui trouvent leurs racines ou leur origine ou leur étincelle de vie dans nos enfances. Et par rapport à cette pluralité de façons d'écrire, toutes ces façons, toutes ces inspirations que vous pouvez avoir, est-ce que c'est aussi la même chose en ce qui concerne vos personnages ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous servez par exemple de personnes que vous avez déjà pu côtoyer, croiser pour pouvoir en créer des personnages, ou est-ce que c'est des personnages de toutes pièces que vous inventez ? Ce sont des personnages que j'invente la plupart du temps, mais qui reprennent je dirais des bouts de vrais personnages. Vous voyez, je ne crois pas avoir écrit de roman dans lequel, à part Les Enfants de la Liberté, parce que c'est une histoire vraie. Donc là, les personnages, au contraire, il fallait que je colle à la réalité des personnages. Mais dans les 21 autres romans, ce sont des personnages de fiction qui prennent vie en agglomérant différentes facettes et d'ailleurs aussi différents vécus. Alors, je dirais que leurs vies sont nourries de fragments de vie d'autres et de fragments de vie totalement inventés, mais qui reprennent finalement des chemins d'émotion de personnages ayant existé. Vous voyez, je peux vous donner un exemple, parce qu'on m'a interrogé il n'y a pas très longtemps là-dessus, puisque on vient d'en faire une série télé qui sortira l'année prochaine. Mais toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Bon, c'est un roman qui part d'une fiction absurde qui raconte l'histoire d'une femme qui n'a pratiquement pas parlé à son père depuis 20 ans et puis qui, à la veille de son mariage, est quand même très tourmentée à l'idée de savoir si son père viendra ou pas, un père distant pour lequel elle a beaucoup de rancœur et de ressenti. Et puis bon, elle apprend qu'il ne viendra pas, mais pour une fois, il a une bonne excuse, c'est qu'il est mort. Et il vient de mourir. Et comme ce père qu'il a enquiquiné toute sa vie va aller jusqu'au dernier moment, va aller jusqu'au dernier jour perturber la sienne, les obsèques de son père ont lieu le jour du mariage. Donc le mariage est annulé. Et puis 2 jours après la mort de son père, elle reçoit chez elle une énorme caisse et à l'intérieur de cette caisse, il y a une réplique sous la forme d'un androïde absolument incroyable de son père, avec une télécommande dans la poche et un bouton avec marqué « Allume-moi ». Et le moment de stupeur et d'effroi passé, elle appuie sur le bouton, la marionnette s'anime, elle est plus vivante et plus nature que vraie. Et son père, ou la réincarnation de son père, lui explique qu'il a investi dans une société de très haute technologie et qui fabrique ces androïdes dans lesquels on a transféré la mémoire de l'individu. On transfère sa mémoire, mais il y a une règle d'éthique, c'est que l'androïde a 7 jours de batterie et les batteries ne sont pas rechargeables. Et donc, il lui dit, bah voilà, on a 7 jours pour se dire toutes les choses qu'on ne s'est pas dites, et il lui propose de faire un voyage. Bon. Et donc, ils vont entreprendre ce voyage. La question, d'ailleurs, le lecteur se pose toute la question, tout le temps, la question dans le roman, de savoir si c'est vraiment un androïde ou si c'est une comédie, et si d'ailleurs l'héroïne du roman est dupe ou elle n'est pas dupe. Peu importe, la question n'est pas là. Je vous parlais de l'étincelle de l'imagination. L'étincelle de l'imagination, elle est née de 2 moments, et vous allez voir, vous allez comprendre, mais c'est assez marrant comme parcours. Quelques années plus tôt, j'emmène mon petit garçon de 5 ans au cirque. Je déteste le cirque. Et j'aime beaucoup les gens qui travaillent dans les cirques, mais moi, personnellement, j'aime pas aller au cirque. Et je regarde le clown au moment où il arrive sur scène. Il y a une chose qui me fascine, c'est que c'est la réaction, je regarde autour de moi, et c'est les visages des adultes par rapport au clown. Pourquoi ? Parce que finalement, le clown, avec son masque et son maquillage exagéré, eh bien, personne ne voit l'être humain qui est derrière le masque du clown.
mettez ça, et ça me frappe. C'est-à-dire, je fais ce constat en disant finalement tous les clowns se ressemblent. Ils ont toujours ce même sourire, ce masque quasi universel du clown. Et si on met de côté le clown de Stephen King qui terrorise la Terre entière, le clown, il a cette espèce de cette tristesse infinie que l'on perçoit en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant. Et le clown nous rend malheureux, nous les adultes. On voit la tristesse derrière ce faux sourire forcé. Mais on ne s'interroge jamais finalement sur l'être humain qui est derrière. Je me dis, tiens, c'est une thématique intéressante, ça, la thématique du masque. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est de voir que derrière ce masque, la relation entre le clown et le public se forme immédiatement. C'est-à-dire que à la seconde où le clown arrive sur la scène, les enfants sont hilars, les parents regardent leurs enfants, et il y a une forme d'osmose à côté enfin, autour de cette étrange et dérangeante alchimie du clown. Bon, et je me dis, tiens, c'est marrant, ça c'est vraiment une thématique intéressante en me demandant, mais comment je pourrais un jour... Bon, vous mettez ça de côté. 2-3 ans plus tard, je suis dans une voiture avec ma mère est au volant, et je suis au téléphone avec mon fils, qui à l'époque a 7-8 ans, je crois, 8-9 ans. Et en raccrochant, je lui dis, bah, écoute, à tout à l'heure, je ne rentrerai pas trop tard, je t'aime. Feu rouge, la voiture redémarre, et ma mère, sans me regarder, le regard vraiment fixé à travers le pare-brise, murmure, mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Et donc je me retourne vers ma mère et je lui dis, mais il t'a jamais dit je t'aime, mais tu savais qu'il t'aimait. Et elle répond pas. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand ma mère me dit mon père ne m'a jamais dit je t'aime, ça n'est pas ma mère qui à l'époque doit avoir entre 50 et 60, donc qui est une femme, c'est je vois la petite fille qu'elle a été. Et toute la souffrance cachée toute sa vie qui se révèle derrière cette simple phrase anodine, mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Et à ce moment-là, je comprends, parce que je suis devenu parent moi-même, je comprends énormément de choses sur le comportement de ma mère, d'une manière générale, sur la femme qu'elle a été, sur la mère qu'elle a été, sur son comportement avec ses enfants, sur ce besoin de nous aimer, de nous montrer qu'elle nous aimait, etc., etc. Et c'est comme ça que naît toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Et ça naît... alors pourquoi ce roman sur le voyage entre un père et une fille qui n'ont jamais su se dire les choses, vous imaginez bien à quel point cette scène est déclencheuse et déclencheur. Et pourquoi l'androïde? Parce qu'en fait, le clown, le visage du clown, parce que cet homme dont les jours sont comptés et qui a très peu de temps pour dire à sa fille toutes les choses qu'il ne lui a pas dites, il va emprunter le visage du clown sous la forme d'une autre marionnette, qui est cet androïde, mais c'est le visage du clown. Donc vous voyez comment, à partir de deux éléments de vie qui ne sont pas, comment vous dire, qui ne sont pas des copier-coller, mais comment deux moments de vie vont donner naissance à une idée, l'idée d'un thème, un voyage de 7 jours entre un père et sa fille. Sa fille est devenue adulte, le père est à la fin de sa vie, et il y a une urgence à se dire les choses qui ne se sont pas dites avant qu'il ne soit trop tard et qu'elles ne restent à jamais non dites. Et puis, comment un père qui, depuis 20 ans, n'a pas pu parler à sa fille, va recréer le contact, il a cette idée géniale de l'androïde qui est, s'il n'y avait pas eu le clown de Stephen King, avec tout ce qu'il y a de dérangeant autour du clown, il aurait pu arriver chez elle habillé en clown, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai trouvé un autre clown. L'imagination, entre autres, c'est ça. Et ça demande, comme tout travail, ça demande une régularité, et une vraie régularité. Vous parlez de régularité, justement. Est-ce que vous privilégiez plutôt les sessions d'écriture, on va dire, courtes mais régulières, ou plutôt des longues sessions d'écriture? Moi, ma méthode de travail, c'est que quand j'écris un roman, j'écris tout au long de l'année parce que j'écris différentes choses. Vous voyez, enfin, ça va du scénario, en passant par des articles de fond ou parfois par des petites nouvelles pour les enfants. Mais l'écriture d'un roman, c'est un moment de vie où pendant
on va dire 4 mois. Alors, il y a tout le travail de recherche, il y a le travail de fabrication de l'arche de l'histoire dans ma tête, qui d'ailleurs n'est pas un chemin incontournable, hein, vous voyez, c'est-à-dire que c'est un projet de voyage. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le voyage sera celui que j'ai projeté. Mais à partir du moment où le voyage commence, là, oui, c'est 8 à 10 heures par jour, tous les jours, à écrire. Et pendant combien de temps à peu près? 4 mois. 4 mois, d'accord. Okay. Bon, ça dépend. Les comédies sont plus rapides à écrire. D'abord parce que dans les comédies, il y a généralement peu de recherches, hein, il y a peu de références, il y a peu de recherches, peu de recherches pendant l'écriture, et il y a une énergie qui est en général dans les comédies, qui est l'énergie des dialogues. Et voilà, il m'est arrivé d'écrire, je crois que, pas dire de bêtises, mais par exemple, Ghost in Love, je l'ai écrit en 2 mois et demi. Ah oui. Mais il est sorti d'un trait. Le petit voleur d'ombre aussi, enfin le voleur d'ombre aussi, c'est un roman que j'ai écrit en 2 mois et demi. Mais par exemple, si c'était vrai. Et si c'était vrai, c'est plus compliqué parce qu'à l'époque, je n'écrivais pas à temps plein, je travaillais et donc je ne pouvais écrire que le soir. Alors j'écrivais quasiment tous les soirs, mais j'ai mis une grosse année à l'écrire en écrivant le soir. Une fois que mon fils était couché, donc vous voyez, je travaillais de 22h à minuit, 1h du matin, tous les soirs. Ce qui n'a rien à voir avec des journées de travail de 10 heures quand vous êtes à votre bureau. C'est pas du tout la même, le rythme n'est pas le même. Mais par exemple, c'est arrivé la nuit, l'avant-dernier roman, j'ai mis 9 mois à l'écrire. Oui. Parce qu'il y avait énormément de recherches, beaucoup de personnages, beaucoup de travail. En moyenne, c'est 4 mois. D'accord, ok. Pour revenir à votre exemple de tout à l'heure que je trouve très parlant, est-ce que vous diriez que l'écriture est aussi une façon d'extérioriser, voire même presque une thérapie ? C'est-à-dire, si je pousse plus loin, est-ce que vous conseilleriez par exemple à tout le monde d'écrire non pas pour forcément être écrivain, mais rien que pour par exemple structurer sa pensée ou se soigner, par exemple extérioriser des événements vécus ? Non, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Parce que je crois que l'écriture est un moyen parmi d'autres mis à notre disposition par la vie et la nature pour exprimer nos émotions. Quand j'étais petit garçon, comme je vous le disais, j'étais un petit garçon très solitaire et j'avais énormément de mal à m'exprimer à l'oral. Mais je me suis mis au piano très jeune. Et je communiquais à travers le piano. C'est-à-dire que dès que je rentrais de l'école, je me mettais à mon piano et je jouais. Et ma mère savait à la façon dont je jouais si j'étais triste, heureux, si j'avais eu un coup dur dans la journée, si j'étais... je me souviens que tous mes premiers émois amoureux d'adolescent, c'est par la musique, hein, et par le piano. J'écrivais des morceaux de musique et c'était par là que ça passait. Et j'aurais été incapable à l'époque d'user du vocabulaire pour exprimer ce que j'avais à exprimer. D'abord par la pudeur et ensuite parce que peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas encore assez lu pour avoir à ma disposition une palette de vocabulaire qui me permette d'aller voyez, dans le côté tranchant et vif et très précis de ce que vous ressentez. Alors que ça, j'y arrivais très bien avec les notes, avec les accords et avec la musique. Pour certains, l'expression des émotions, la thérapie, c'est la peinture, la sculpture. Pour d'autres, c'est la cuisine. Parce que c'est aussi un moyen de partage extraordinaire. Pour d'autres, c'est les marches silencieuses en forêt. Et on a des sens qui sont mis à notre disposition. Et je crois que ces sens sont là aussi pour nous aider à extérioriser ce que l'on ressent et qu'on n'arrive pas à dire. D'ailleurs, les silences à l'oral ou à l'écrit peuvent se compenser par comme je viens de vous le dire, par des tas d'autres moyens
sinon de s'exprimer vis-à-vis des autres, de s'exprimer soi-même. Celui ou celle qui part de chez lui pour aller escalader des montagnes tout seul avec avec une corde, son voyage ne consiste pas simplement à gravir la montagne. Il y a tout ce qui se raconte pendant le voyage et tout ce qu'il vit seul Donc voilà, je ne dirais pas à tout le monde, ah oui, écrivez, c'est la thérapie. Il y a énormément de thérapies. Et ce qui est précieux, c'est quand on a trouvé, à un moment donné de sa vie, le moyen qui convient, qui nous convient. Mais pour aller au bout de votre question, l'écriture est certainement, pour un grand nombre de gens qui écrivent, une thérapie. Ouais. Alors pour le coup, ça fait une transition toute trouvée pour une autre de mes questions. Pour vous, qu'est-ce que réussir sa vie ? J'entends à la différence de, par exemple, réussir dans la vie. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse universelle à ça. Et puis d'abord, il n'y a pas qu'une seule réponse, parce que dans une vie, on a plusieurs vies. Il y a un moment de la vie où on est l'enfant de nos parents. Il y a un moment de la vie où, pour beaucoup d'entre nous, on devient les parents de nos enfants. Il y a ce qu'on vit à 30 ans, ce qu'on vit à 50, ce qu'on vit à 60 et plus. Et il n'y a vraiment pas de recette ni de formule universelle de à quoi. Ce qui est sûr, c'est que la réussir, entre guillemets, ne veut pas dire réussir sa vie. Vous avez d'ailleurs un très grand nombre d'artistes. Écoutez, prenez Amy Winehouse, une des plus grandes voix de la chanson, un talent fou, un don presque divin si on croit en Dieu, une présence incroyable. Enfin, c'est une capacité à être aimée par la terre entière dès qu'elle monte sur scène et qu'elle se met à chanter, et en même temps une vie pleine de tragédie et de tristesse et donc le nombre de gens accomplis artistiquement ou professionnellement, mais qui ont eu des vies tristes, c'est un nombre très important. Donc il n'y a pas de, il suffit de regarder autour de nous pour voir qu'il n'y a pas de corrélation. Vous savez, des gens, je regarde sur Instagram. Il y a un compte Instagram que j'adore qui sont des mamas italiennes qui font des pâtes à la main tous les jours comme ça, et elles n'ont plus d'âge, elles sont magnifiques, et la probabilité que ces deux grands-mères ou pas d'ailleurs, mais que ces deux mamas dans leur cuisine qui font cette cuisine de soleil soient plus heureuses qu'un patron du CAC 40, vous voyez, c'est pas du tout improbable. Donc il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas du tout de corrélation. Et puis je crois que c'est aussi comment vous dire, pas toute sa vie, mais il y a un moment donné de sa vie où, dans les tourments de la vie, on est plus malheureux de ce qu'on n'a pas que heureux de ce qu'on a. Et il arrive qu'à force de prise de distance, ou parce qu'un élément de la vie vient vous remettre les choses en place, finalement, vous arrivez à être plus heureux de ce que vous avez que de ce que vous n'avez pas. Donc voilà. Après, il faut chercher chacun. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais dévoré par la soif d'entreprendre. Et aujourd'hui, si je mets de côté tout ce qui est familial et émotionnel, mon bonheur professionnel, c'est d'écrire. À mon époque, enfin quand je dis à mon époque, mon fils se moque toujours de moi quand je dis à mon époque, mais quand j'avais 30 ans, dans la culture de l'entreprise, la réussite se comparait souvent au nombre de salariés. Et c'était ça la réussite, c'était le nombre de salariés. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez avoir une boîte une boîte de 10 personnes qui fait, qui innove plus et qui fait un chiffre d'affaires ou qui a une réussite plus flagrante qu'une boîte de. Moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas du tout envie de devenir une boîte du CAC 40. Ça m'intéressait pas du tout. Mais j'avais une passion pour l'artisanat. Et c'était ça qui me passionnait. Vous voyez, la préservation de l'artisanat, la mise en avant de l'artisanat, parce que je trouvais que c'était le mélange
enfin, le mariage parfait entre, comment vous dire, le monde économique qui est indispensable pour se nourrir et vivre, et en même temps le monde artistique. Donc, par exemple, pour moi, j'admirais 100 fois plus un artisan boulanger qu'un patron du CAC 40. Bon, alors ça faisait moins original à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est plus dans l'air du temps. Mais je peux dire qu'il y a 30 ans, quand vous parliez d'avoir des idées un peu trop tôt, ouais. Ça, c'en était une. Ok. En l'occurrence, sur le podcast, on aime bien aussi justement toute cette partie développement personnel. Est-ce que de votre côté, vous pensez à des habitudes qui vous ont aidé tout au long de votre parcours et qui vous aident encore aujourd'hui? Je pense à certaines routines que vous avez pu mettre en place. Non, je vais vous dire, ça n'a jamais été une routine. Il y a une chose qui m'a aidé toute ma vie, c'est qu'à chaque fois que j'entreprenais un projet, je me posais vraiment et consciemment la question, mais ça très jeune, est-ce que ce projet est conforme à mes valeurs? Et j'avais l'impression qu'il y avait presque une similitude entre, vous savez, le moment où vous savez, cette vieille phrase qui dit un verre, ça va, de verre, bonjour les dégâts. Bon. Dans tous mes projets de développement, à chaque fois qu'il y avait croissance, à chaque fois qu'il y avait de développement, je m'interrogeais sur le rapport entre les moyens, la finalité et les valeurs. Et je savais, grâce à l'éducation que mon père m'avait donnée, qu'il suffit d'une minute d'inattention pour déroger à ces valeurs. Et après, si on est très attaché à ces valeurs, le retour en arrière, il est compliqué. Et donc, dans tout ce que j'ai pu entreprendre, que c'était dans le monde de l'entreprise ou dans la grande famille de l'écriture, je dirais que la seule chose dont je sois content aujourd'hui, vous voyez, ça n'est ni les chiffres, ni les titres qu'on n'emmènera pas dans la tombe, mais c'est de me dire, je crois pas que j'ai fauté en ce sens-là. Vous voyez, je pense pas m'être jamais conduit mal. Ou avoir feint d'ignorer que j'étais en train de mal me conduire au bénéfice de la croissance. Je suis quasiment certain de n'avoir jamais dans ma vie pour réussir écrasé quelqu'un d'autre ou même manqué de respect. Ça m'est arrivé, je me souviens une fois dans ma vie où dans un moment assez hyper émotif, j'ai commis un impair de comportement à l'égard d'un collaborateur. Et je crois que j'ai passé 3 ans à m'en excuser. Et quand j'y pense encore aujourd'hui, je me dis merde, mais comment j'ai pu? Et qui était en plus c'était pas un truc grave. On préparait un salon. Moi, j'étais en voyage aux États-Unis. Et puis quand je suis arrivé, et le stand était bancal, il n'était pas bien, et je lui suis tombé dessus. Et j'ai dit c'est nul, tu vois, je comptais sur toi, et puis voilà, c'est la merde. Et il répondait pas. Et puis une collaboratrice qui vient me prendre par le bras comme ça, qui me tire en arrière et qui me dit il a perdu son père hier. Et là, vous pouvez pas savoir, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que ma tête rentrait à l'intérieur de mon cou, que je voyais mes 2 jambes et mes 2 bras tombaient. Et je pense que je me suis excusé pendant 2 ans. Mais en fait, je m'en voulais pas d'avoir, comment vous dire, gueulé, parce que la colère, ça fait partie des émotions de la vie. Mais en fait, je m'en voulais de me dire, mais j'ai travaillé depuis 4 ans avec cet homme et j'ai pas vu qu'un truc aussi grave lui était arrivé. C'est-à-dire que c'est pas passé devant, et du coup, ça avait remis complètement en cause. Je me dis, mais comment tu travailles avec les gens avec qui tu travailles? Mais comment tu as pu passer à côté de ça? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça a été quelque chose qui m'a toujours, vous voyez, bien sûr que ça arrive à tout le monde dans la vie à un moment donné, d'oublier de tenir une porte ou encore, vous voyez, je veux dire, ou d'avoir un moment de. Mais vous voyez, je parle pas de la même chose. C'était pas le coup de gueule qui m'avait mis mal à l'aise. C'était d'être passé à côté de ça humainement, quoi. Et je sais que dans ma vie, on m'aurait proposé la plus grande des réussites, par exemple, avec un produit toxique ou polluant, j'aurais renoncé. Et ça aurait été une réussite pour moi de renoncer.
Moi, je sais que alors c'est peut-être une faiblesse, hein, mais j'avais toujours besoin de me dire à quoi ça sert. Et c'est quoi ma petite pierre Vraiment cette question de sens, et aujourd'hui vous pensez l'avoir trouvée? Je pense que je n'ai jamais cessé de la chercher. Mais je pense que la quête, vous savez, c'est toute c'est tout le regard qu'on porte sur le voyage. Le voyage, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et c'est ça la vie. La vie, c'est le voyage, c'est pas la destination. De toute façon, quand vous arrivez à destination, on vous met dans on vous met dans une boîte. Donc, et puis on ne sait pas s'il y a un truc derrière. Hein. Donc le pari existentiel, il est certainement pas sur la destination. Il est sur le voyage qu'on a partagé en plus avec les autres. C'est ça qui est essentiel, parce que c'est la seule chose qui finalement. Quand j'étais gosse, j'habitais un petit village de province et il y avait sur la place du marché une statue je crois que c'était Garibaldi sur son cheval. Et je me souviens toujours un jour ma grand-mère, qui était une femme de caractère, et qui passe et la statue, elle regarde la statue, elle me dit, tu vois, ça c'est l'idée que les hommes se font de l'éternité. Et puis elle me dit, elle se marre, elle me fait, eh ben, quand tu vois ce que les pigeons en font de leur éternité. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai jamais oublié ça, parce que c'est tellement vrai. Vous voyez, l'éternité, c'est pas ça. Le petit bout d'éternité, il est justement dans le vécu que vous avez partagé avec les autres et de ceux qui vous suivront. Et si un petit bout d'éternité. Mais là, au moins, vous vous dites, si vous prenez le pari de Pascal, bien sûr, il y a le pari de Pascal, mais si vous vous dites qu'il n'y a rien après, vous vous posez forcément la question, alors à quoi bon? Et on en revient à celle de la transmission. Moi, mon père est mort depuis 6 ans et il occupe ma vie tous les jours avec son humour, sa tendresse, ses valeurs qu'il m'a transmises, et tout ce qu'il m'a laissé. Donc, vous voyez, tout ce qu'il a fait de sa vie continue de vivre en moi. Et ça, vous pouvez le faire avec vos enfants, mais quand vous n'avez pas d'enfants, vous le faites avec tous les gens que vous avez croisés dans votre vie et pour lesquels vous avez pu, à un moment de leur vie, compter énormément. Ouais. D'où la conviction que j'ai que l'aide-soignant et l'infirmière est aussi importante que le grand chirurgien. Ouais. Ok. Il y a on arrive déjà bientôt à la fin. Il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que je reçois. Quel conseil donneriez-vous à la personne que vous étiez il y a 10 ans, ou en l'occurrence même un peu plus pour vous, disons avant la sortie de Et si c'était vrai? Honnêtement, j'en donnerais pas. J'en donnerais pas parce que j'aurais pas envie de spoiler. Vous voyez, ni les bons ni les mauvais moments. Parce que les mauvais moments, d'abord, ils sont très formateurs, et puis ils nourrissent toute la charge émotionnelle dont j'ai besoin pour travailler. Donc, j'aurais surtout pas envie de spoiler. Enfin, pour moi, c'est cette histoire de quel conseil vous donneriez il y a 20 ans. Oui, je pourrais dire, écoute, évite ce dîner avec Geneviève parce que ça va mal se terminer et tu vas être malheureux comme les pierres pendant 6 mois parce qu'elle veut pas de toi et tu l'as pas compris en douille. Vous voyez, ça, c'est des trucs que nous, les garçons, ou vous, les filles, vous avez tous connu à un moment donné de votre vie. Et en même temps, vous voyez, ces 6 mois à regarder le plafond, transi d'amour en étant malheureux, c'est aussi des choses, vous voyez, ce sont autant d'émotions qui, à la fois, viennent nourrir votre écriture quand vous écrivez, mais en même temps, viennent nourrir la conscience du bonheur que vous vivez au moment où vous êtes avec quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez. Donc, non, j'aurais pas envie de spoiler. Ok, très bien. Un grand merci en tout cas Marc pour votre temps. Il y a beaucoup de choses à retenir je pense de cet épisode. Merci. Bon, écoutez, merci et puis merci d'avoir écouté toutes mes bêtises et je vous souhaite une très bonne journée.